modeste, car dans le cas de Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme dans le cas de Rhône-Alpes, il y a des politiques régionales extrêmement développées en faveur de la pluriactivité des saisonniers. Donc ils ont eu l'humilité de ne pas trop le dire, mais en Rhône-Alpes, il existe un certain nombre d'outils qui sont à disposition à partir des fonds régionaux, et puis également en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une grande délibération de 2010 qui balaye à peu près tous les besoins des saisonniers. Donc le POIA n'est pas la boîte à outils unique dont on dispose. Hein. Le thème et l'utilité de vos réflexions, c'est peut-être de voir avec l'ensemble des outils dont on dispose, comment, en effet, à l'échelle des territoires, bâtir des stratégies en utilisant vraiment toute la gamme des choses qui sont disponibles. Sur la concentration thématique, alors Jean Orgdebat a raison de dire, oui, évidemment, si le POIA doit se résumer uniquement à un abondement sur le lot d'efficacité énergétique des logements de saisonniers, ce serait bien triste, alors que la grande problématique qui nous mobilise, c'est celle de l'innovation sociale. Bon, et moi je crois que l'axe prioritaire numéro 1, qui concerne le renforcement de l'attractivité et de l'innovation dans le massif des Alpes, qu'évoquait Niels tout à l'heure, peut faire une place, en effet, à l'innovation sociale. Les grandes problématiques que nous avons pour faire vivre la pluriactivité, c'est bien évidemment de mettre en place sur les territoires des groupements d'employeurs. Car en réalité, le statut des pluriactifs et saisonniers, il est extrêmement divers au niveau des conventions de branche, selon que l'on est dans un secteur économique très fortement structuré. Je ne sais pas s'il y a un représentant de Domaine Skiable de France, mais Marie-Clotilde me le confirmait. Elle me dit, bah oui, les gens des remontées mécaniques, et on peut faire confiance à Antoine Fatiga aussi pour éveiller, au titre de ses responsabilités syndicales. Ils ont élaboré un mode de relation sociale qui est extrêmement avancé, hein, extrêmement avancé. Je veux dire, la question, par exemple, du statut des intermittents à durée indéterminée, ils trouvent une solution dans cette branche professionnelle. Les niveaux de rémunération sont importants. Les formations avancées que nécessite le pilotage désormais d'installations complexes ne font plus appel à des mécaniciens, mais de plus en plus à des gens qui ont des BTS et des BTS d'électronique. Et bien évidemment, les employeurs souhaitent retrouver d'une saison sur l'autre ces personnels. Donc, ils font beaucoup pour s'attacher ces gens-là, et ils ont également la puissance économique utile et nécessaire pour les accompagner sur des sujets. Je pense par exemple à l'accord que DSF a passé avec les organisations salariales pour accompagner la garantie, la caution logement des salariés de ce secteur. Donc voilà, on a là une branche professionnelle qui est très structurée au niveau employeur comme salarié. De la même façon, dans les grandes organisations d'hébergement touristique, on a généralement le même type d'accords d'entreprise qui ont pu être conclus. Ce qui est plus délicat, c'est évidemment le statut de l'immense pluralité des personnels des autres secteurs qui sont dans des statuts plus fragiles et qui ont des employeurs qui également sont de moindre taille, avec des capacités économiques plus réduites. Donc, comment est-ce que l'on peut progresser sur ces choses-là? Antoine Fatiga, tout à l'heure, a évoqué de façon elliptique les discussions qui étaient en cours sur le massif du Vercors, qui recherchaient les voies pour faire vivre les dispositions législatives permettant d'instituer des commissions techniques paritaires territoriales. Bon,
évidemment, ça percute le fonctionnement des rapports sociaux qui aujourd'hui sont traités branche par branche. Bon, voilà. Et ce sont des accords nationaux que les grandes centrales d'employeurs et d'employés tendent à privilégier au rebours de tentatives qui pourraient être de rechercher des accords locaux. Donc ça, c'est une très grande problématique. Je ne sais pas comment les partenaires sociaux vont pouvoir progresser sur ce sujet-là. Aujourd'hui, certains privilégient évidemment les garanties offertes par des accords nationaux. Mais pour, en tous les cas, donner une représentation et surtout un lieu pour le dialogue social sur les territoires à cette réalité de l'emploi du tourisme qui est évidemment extrêmement multiple, avec des acteurs extrêmement diversifiés, bien évidemment qu'il faut aller vers des groupements d'employeurs. Donc ça, c'est une des grandes problématiques. Je ne suis pas sûr, Niels, que le POIA, même dans sa maquette actuelle, ne permettra pas de travailler sur ces problématiques-là et de mettre en place quelques moyens d'ingénierie sociale sur le territoire pour faire progresser ces questions-là. Autre grande question, c'est bien sûr la mobilisation de la ressource humaine locale, qui doit être notre objectif à tous, hein, puisque si on recherche les voies d'un développement économique en montagne, c'est naturellement pour offrir un avenir à nos communautés montagnardes. J'entendais tout à l'heure qu'on voulait que les touristes soient des locaux. Moi, déjà, je vais revendiquer que surtout les personnels qui travaillent dans les établissements de tourisme soient des locaux, si c'est possible. Ce sera déjà pas mal. Après, qu'ils aillent faire une deuxième saison, parce qu'il y a des grandes complicités qui s'installent. On sait très bien que les gens des Trois-Vallées, je les vois là-haut dissipés, qui discutent entre eux, les gens des Trois-Vallées, ils connaissent le chemin de la maison de l'emploi de Marie-Clotilde de Bourdette pour évidemment installer une double saison qui est bien harmonisée, bien organisée et où on fait jouer les correspondances entre la saison balnéaire et puis la saison hivernale. Donc, pour faire vivre cette mobilisation des ressources humaines, évidemment, il va falloir aller vers des plans de gestion des ressources et des compétences qui soient territorialisés. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau des entreprises et des grandes entreprises. Ils ont une très bonne idée de l'évolution des métiers, des besoins qui vont apparaître en fonction de leur pyramide des âges, etc. Bon, et c'est quelque chose qui se pratique. Mais pour que l'on puisse préparer nos jeunes montagnards au métier du tourisme de demain, évidemment qu'il faut avoir un petit peu de visibilité. Et donc, il y a la nécessité d'instaurer, je ne sais pas, ces sortes de parlements de l'emploi local qu'on essaye de faire vivre au niveau des bassins d'emploi, déjà un petit peu, qui permettent de tracer des perspectives et qui s'articulent évidemment sur la formation permanente, on en a parlé, la formation continue, mais également sur les formations initiales. Et bien sûr qu'il va falloir s'articuler très fortement sur l'éducation nationale et l'université pour bien préparer nos jeunes montagnards au métier de demain. Pardon de ne parler que de la montagne, parce qu'ici, on a une perspective beaucoup plus vaste, hein, qui est celle des plus réactifs et saisonniers de l'ensemble des activités. Je rappelais dans mon propos initial qu'il fallait aussi avoir en ligne de mire les gens du monde de l'agriculture et de la forêt qui, bien sûr, sont très fortement concernés par ces problématiques saisonnières. Il n'y a pas que les gens du tourisme. Et puis, la réalité de la préactivité et de la saisonnalité, elle concerne bien évidemment les zones littorales pour ce qui concerne le tourisme, et bien évidemment aussi des zones rurales, je pense à nos amis de l'Ardèche, hein, qui ont su faire de l'Ardèche un véritable pôle d'excellence de l'activité touristique en zone rurale. Tout ça se joue autour de la rivière.
Mais c'est quelque chose qui est extrêmement décisif dans la création de richesses de ce département qui a différents atouts, mais qui a su spécialement valoriser l'atout touristique. Merci, Monsieur Chapelain. Vous avez évoqué quelques pistes que nous retrouverons demain dans la table ronde de demain matin. Monsieur Pierre Guédon, direction du développement des territoires à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voudrais rebondir un petit peu aller dans le sens de l'intervention de Jean Orgue-de-Bas sur la question territoriale, de la territorialisation. Il y a qu'effectivement, comme le disait M. Chapelain, on n'est pas sur le POIA, sur les seules dispositions, seuls dispositifs qui peuvent intéresser la saisonnalité et la pluriactivité. Non, je pense que un petit mot sur l'acte 3 de la décentralisation. Et aujourd'hui, bon, c'est quand même assez récent, puisque dans la première partie de ce projet de loi, donc, qui traite essentiellement des métropoles, on a vu apparaître le 23 juillet dans la version adoptée par l'Assemblée la notion de pôle d'équilibre et de coordination territoriale. Donc ces pôles seront appelés à prendre le relais, on va dire, des pays, puisque les pays ont été officiellement, ils étaient en sursis depuis décembre 2010. Donc voilà, je pense que c'est très important de voir que l'évolution et la prise en compte maintenant de ces pôles et de cette dimension-là d'organisation territoriale, parce que bon, ça fait autant en Rhône-Alpes qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis plus de 10 ans que ces dynamiques territoriales sont en œuvre, avec, ont été évoqués les contrats de développement durable Rhône-Alpes, bon, nous, les contrats de pays, contrats de parc aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense qu'on a depuis 10 ans ces expériences-là, et cette intégration-là territoriale pour les problématiques liées à la pluriactivité au travail saisonnier, notamment à travers les schémas de services qui ont pu voir le jour et qui sont encore aujourd'hui en œuvre. Je pense qu'il y a là vraiment matière à se réjouir de cette évolution-là. Je pense aussi qu'il y a des conseils de développement qui existent dans ces structures depuis plus de 10 ans. Et donc par rapport à ces parlements de l'emploi local, je pense qu'on a déjà des choses qui existent en matière de concertation et d'application du principe de participation sur nos territoires ruraux et sur l'ensemble et que ces démarches-là vont pouvoir être poursuivies et intégrer les dimensions globales et intégrées du développement. Merci, monsieur. Merci de votre témoignage. Monsieur voulait réagir aussi? Oui, bonjour. Éric Becker, je suis le représentant national Force ouvrière pour les remontées mécaniques. Donc je suis à Force ouvrière ce que Antoine Fatiga, qui partage souvent des réunions paritaires avec moi, est à la CGT. Je voulais intervenir, c'est pas pour entamer une polémique sur quoi que ce soit, sur deux mots qui m'ont un petit peu alerté, on va dire. C'est d'une, ce que M. Chapelain tout à l'heure envisageait on va dire, de la saisonnalité choisie. On se méfie énormément. Je pense qu'il faut rester quand même très conscient qu'on choisit ce qu'on propose et qu'actuellement il y a une très forte mutation dans l'emploi, et que ce qui était avant l'emploi saisonnier, c'est-à-dire un emploi temporaire, maintenant est devenu un emploi définitif parce qu'il n'y a pas autre chose, et qu'on est obligé effectivement de choisir dans l'emploi saisonnier. La seule chose qu'on nous propose, c'est l'emploi saisonnier, et que progressivement, les secteurs d'activité réduisant leur activité, on se suffit de ce qu'on trouve. Donc le mot choisi, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier de ne pas faire rentrer le saisonnier dans un statut qui pourrait lui nuire à terme, parce que bon, on connaît les négociations UNEDIC, et qu'il n'y ait pas un amalgame de fait entre le choisi et le fait que bon, on pourrait revenir à ce qui était avant
le coefficient réducteur en disant si vous choisissez la saisonnalité, on ne va pas vous offrir quelque chose alors que vous avez choisi complètement le métier que vous pratiquez. Donc je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et très attentif à ce que c'est que vraiment la saisonnalité. Autre chose, on entend à l'heure actuelle parler effectivement dans la branche de CD2I. Moi, le CD2I, pour moi, en soi, c'est pas une issue que je vois favorable à la profession. En l'état actuel de certaines propositions qui nous sont faites, le dialogue social est instauré dans la branche et existe depuis toujours, effectivement. On est d'accord quelquefois, pas d'accord aussi. Là, en l'occurrence, je pense qu'il faut être très, très aussi réservé sur ce qu'on peut nous proposer en CD2I. On a on va dire une stabilité dans la branche, quand même, au niveau de l'emploi. Et on a une stabilité au niveau des CDI. Et il ne faudrait pas que par le biais de CD2I, on précarise encore plus. Qu'on offre à des gens qui vont remplacer des départs à la retraite, parce qu'on est quand même des populations vieillissantes, qui vont remplacer des CDI permanents. Et je pense que là-dessus, il faut être aussi très très vigilant et pas accepter de faire n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte de éventuellement muter ou créer quelque chose de nouveau qu'on nous offre et qui est effectivement, pour certains, une aubaine. Il faut dire ce qui est au niveau de la création de ces CD2I qui sont des CDI. Et donc, ils bénéficient des mêmes allègements et tout ce qui va bien avec. Donc, je pense que sur le groupement d'employeurs, effectivement, généralement, dans la branche saisonnière, c'est une bonne chose. S'il peut être mis en place, pourquoi pas. Le CD2I, en l'état actuel de ce qui peut être proposé, je pense qu'il y a danger de précarisation extrême du salarié, parce qu'on lui proposera X mois de salaire, plus de chômage, et quid de l'avenir, quoi. Alors bon, on peut dire on va coupler deux métiers, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui va devenir du salarié s'il perd le deuxième métier? Voilà, c'est toutes des questions. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir sur une stabilité de l'emploi au sein de la branche des saisonniers, se dire qu'effectivement c'est un métier d'avenir, que la formation, il en faut, que ça on y a réfléchi, on en a longuement parlé lors des précédentes réunions, mais je pense qu'en l'état actuel de la situation, il y a quand même des questions à se poser, mais se les poser en fonction de ce que les gens du terrain peuvent faire remonter comme info. Merci monsieur, merci. Cette question sera abordée plus complètement cet après-midi dans l'atelier 2. Voilà, je voulais apporter cette précision. Monsieur, vous en avez la parole, mais il y avait monsieur d'abord. Oui, bonjour, Philippe Côté. Donc, je suis secrétaire de la CGT dans les Hautes-Alpes et je représente la CGT au Conseil national de la montagne. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire mon camarade de Force ouvrière, sur la saisonnalité choisie, je voudrais donner un exemple. Dans les Hautes-Alpes, sur le secteur de Briançon, 82% des offres d'emploi recensées à Pôle emploi sont des emplois saisonniers. Donc le choix est vite fait pour les salariés dans ces conditions-là. Il n'y a pas de choix possible. Le choix que font les salariés, c'est de vivre et travailler au pays, comme le disait tout à l'heure Antoine Fatiga. À partir du moment où ils font le choix de vivre et travailler au pays, ils n'ont pas le choix sur le type d'emploi auquel ils peuvent prétendre. Donc il faut qu'on qu'on arrête de parler de saisonnalité choisie parce que ça brouille tout un tas de messages et ça aide pas à la réflexion sur tout ce qu'on va aborder dans ces 2 journées. Bon, c'était pas là-dessus que je voulais aller, moi c'était sur les questions de dialogue social territorial et de dialogue social de branche, parce que ça a été abordé tout à l'heure. Je pense qu'il y a une problématique, c'est que la négociation de branche est une négociation normative et donc qui aboutit sur des évolutions globales pour la branche, alors que le dialogue social territorial, lui, n'est pas du tout normatif et donc ne peut aboutir que sur de l'innovation ou de l'expérimentation. Donc ça, c'est une première différence importante qu'il faut bien avoir en vue, et donc il ne faut pas opposer les deux.
C'est-à-dire qu'il y a nécessité d'avoir de la négociation de branche pour arriver à avoir une amélioration au niveau des normes, au niveau du droit du travail, au niveau des avancées sociales. Et après, il faut mettre en place du dialogue social territorial pour être au plus près des réalités des territoires. D'ailleurs, ce qu'on constate, enfin moi dans mon département, c'est que où on a réussi à développer un dialogue social territorial, je dirais, de qualité, on en parlera tout au long de ces 2 journées, mais c'est que les professions qui s'engagent dans le dialogue social territorial sont celles souvent où la négociation de branche est la plus avancée. Là où c'est difficile au niveau de la branche, ils ont également du mal à s'insérer dans du dialogue social territorial. Par exemple, on a un travail sur la formation, on s'aperçoit que dans ce travail qu'on fait territorialement sur la formation, il est plus facile de travailler avec ceux qui ont déjà une réflexion sur la formation, donc les remontées mécaniques par exemple, qu'avec la branche de l'hôtellerie-restauration, qui, elle, laisse un peu en déshérence le dialogue social au niveau de la branche. Donc voilà, les deux vont souvent ensemble. Alors, par rapport au dialogue social territorial, la question, c'est qu'à partir du moment où on est sur l'innovation et l'expérimentation, on est aussi sur quelque chose de fragile, ne serait-ce qu'en termes de financement. On travaille donc sur des choses qui nécessitent beaucoup d'énergie dans les territoires de la part des acteurs et qui sont remis en cause perpétuellement par des arbitrages de financement qui ne sont pas sur les territoires mais qui sont ailleurs, au niveau régional, au niveau national, et avec le débat qu'on vient d'avoir, on est bien aussi au niveau européen et qu'on ne maîtrise pas, quoi. Et donc là, il y a une difficulté. Donc ça, c'est la première chose que je voulais pointer. Deuxième chose que je voulais pointer, c'est qu'à partir du moment où on est sur de l'expérimentation, la question qui se pose, c'est que ça ne peut pas durer. Et donc, comment on fait pour rendre tout cela pérenne à une autre échelle que le territoire ? Comment on peut arriver à s'appuyer sur ces expérimentations pour déboucher sur des avancées globales au niveau d'une branche, au niveau national ? Et je pense que là, on a un peu les limites du dialogue social territorial et de ce qu'on peut faire en territoire. Ça fait partie d'un débat qu'on a entamé au niveau du Conseil national de la montagne récemment, la semaine dernière, sur cette question de la saisonnalité. C'est qu'on sait qu'il y a tout un tas d'expériences qui se mènent dans les territoires, mais comment on va pérenniser ces expériences, comment on va faire en sorte qu'elles débouchent sur des choses au niveau national. Dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, parce que c'est pas trop venu, je dois dire qu'en ce qui nous concerne, nous, au niveau syndical à la CGT, on est quand même assez inquiets avec l'acte 3 de la décentralisation et de ce qui se met en œuvre au niveau de la métropolisation. On sait que la métropolisation va capter des financements énormes. Il y a des choix qui sont faits de dire il y a des financements qui vont aller sur les métropoles et ces financements qui iront sur les métropoles n'iront pas ailleurs. On connaît ce que sont les budgets, on nous le dit assez à longueur de journaux, etc. Et donc, quid de l'avenir de nos territoires ruraux de montagne ou d'ailleurs dans le cadre de la mise en place de la métropolisation. Et on a peu de réponses satisfaisantes à cette question pour l'instant. Merci, Monsieur Cotet. Est-ce qu'il y a un des intervenants de la table ronde qui veut répondre à ces questions ? Je voulais surtout compléter un peu tout ce qui se dit, parce qu'en réfléchissant à tout ce qui se dit, et ce que disait M. Chapelas aussi très justement, c'est qu'à un moment donné, même en raisonnant en situation, disant, de survie, comment on va continuer à perdurer, comment on va financièrement avoir les moyens pour continuer à faire le travail qu'on fait depuis des années, au-delà de ça, je trouve quand même qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. Je vois sur notre territoire que moi je travaille beaucoup avec des relais. C'est-à-dire que si je ne peux pas, moi, avoir du FSE, je sais que j'en ai par le biais des OPCA, notamment, des branches professionnelles. Quand je monte un collectif d'employeurs sur mon territoire, je ne parle pas peut-être encore de groupement d'employeurs. On en a un sur le territoire, mais les groupements d'employeurs, c'est compliqué de monter un groupement d'employeurs. Mais on a monté des collectifs d'employeurs qui fonctionnent très très bien, sur lesquels j'adjoins les branches professionnelles et leur OPCA, et qui, eux, apportent des moyens financiers pour faire de la formation collective, pour faire de la formation adaptée à ces collectifs d'employeurs avec la région, qui, du coup, nous crée un PRQ spécifique pour des postes et une formation qui va à ce groupement d'employeurs. Je veux dire, on a des outils.
C'est vrai qu'on a des outils, hormis les nôtres purs et durs, de fonctionnement de la structure et de comment on travaille avec le dialogue social, etc. On a des relais à côté qui font aussi appel à des fonds européens ou à du FEDER, etc., qu'on peut utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il ne faut pas complètement être négatif non plus. C'est sûr que pour nous, on peut se faire quand même du souci, on peut s'interroger, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, on a aussi des choses, des outils qui sont à notre disposition, qu'il faut savoir utiliser, adapter. C'est pas simple, c'est sûr, mais je pense qu'on peut le faire. Nous, on le fait en Languedoc-Roussillon. On est littoral, c'est certes, mais je pense que ça peut se faire en montagne aussi, sans faire forcément des groupements d'employeurs. Des collectifs d'employeurs, ça marche très très bien aussi. C'était pour rebondir sur ce que disait M. Chapela sur les outils. Merci, Madame Bourdette. Oui, Monsieur Clément. Oui, simplement, moi je voudrais rebondir un petit peu dans tout ce qui s'est dit sur ces deux notions quand même qui restent fondamentales, la pluriactivité et la saisonnalité, et donc comment arriver à les articuler. Comment arriver à les articuler? Parce que pour le salarié, pour qu'il puisse continuer à vivre au pays, il lui faut un projet de vie. Il faut qu'il puisse avoir de l'activité dans toutes les périodes de l'année. Donc il y a une complémentarité entre le fait de saisonnalité et le fait de pluriactivité. Mais la pluriactivité, ça suppose la multicompétence, et ça se cultive, c'est la formation qu'on doit amener, etc. Et pour les employeurs, qui sont essentiellement des TPE, hein, je le rappelle, c'est aussi le même schéma, parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre qui, au fil des ans, va être fidélisée, qui sera qualifiée parce qu'elle se performera, etc. Donc, le groupement d'employeurs, ça a été évoqué par beaucoup d'entre vous. Moi, je suis président pour les Alpes du Sud de l'ingénierie du groupement d'employeurs, projet Alpes du Sud. C'est un moyen de mettre en place ces éléments. Il y a encore des écueils. Et là, le législateur doit certainement corriger certains effets néfastes du groupement d'employeurs. Bon, on a affaire à plusieurs conventions collectives, on a entre autres la responsabilité des partenaires, etc. Mais je pense que c'est un des chemins qu'on peut employer. L'idée qu'on ne doit pas perdre de vue pour asseoir de façon durable dans le temps la saisonnalité, c'est effectivement de la conjuguer de façon le plus harmonieuse possible avec la pluriactivité. Et ça passe par la formation, ça passe par tout ce qui vient d'être dit, mais moi je crois très fort en ça, et c'est avec ça qu'on arrivera à concrétiser le fait de saisonnalité durable. Voilà. Merci, Monsieur Clément. Monsieur voulait poser une question? Oui, Pierre Letellier. Donc moi je suis moniteur de plongée, et puis je suis aussi représentant de la CGT au niveau de la Fédération de commerce et des services. Donc je vais revenir un tout petit peu à ce qui a été dit, et bien sûr je vais revenir sur cette idée de la saisonnalité qui n'a pas été choisie, mais la saisonnalité est toujours, pratiquement chez nous, subie. Alors effectivement, les illustrations qui ont été données ici ont trait à la montagne. La montagne est un milieu qui est structuré depuis très très longtemps, et je vais dire qui est traditionnel. On connaît tous les moniteurs de ski qui font autre chose pendant l'hiver. Ce n'est pas vrai sur tout ce qui est le littoral méditerranéen. Donc Agde, je ne sais pas, mais par exemple ici dans cette région, quand on regarde ce qu'est la saisonnalité, ce sont des gens qui viennent de partout. C'est-à-dire ce ne sont pas des locaux. Alors c'est tout à fait intéressant de parler de la pluridisciplinarité pour permettre aux gens locaux de rester sur place. Mais la saisonnalité chez nous, c'est des gens qui viennent de l'île, qui viennent de partout et qui vont être moniteurs de plongée, moniteurs de kitesurf, etc. Donc ce sont des gens qui passent. Alors maintenant, il faut bien avoir comme idée de ce que signifie la saisonnalité. Alors je vais prendre donc ce que je connais bien, les moniteurs de plongée. Un contrat, c'est 3 mois. C'est ça un contrat. Un bon contrat, c'est 4-5 mois. Exceptionnellement, c'est 7 mois. Ça veut dire que le reste du temps, ces gens-là ne trouvent pas de travail. Alors on pourrait évidemment dire, bon, on va les former. Mais il faut quand même voir qu'à l'origine, ce sont des gens qui sont remarquablement formés. Ils sont formés par le ministère des Sports, ils ont des brevets. Donc voilà des gens à qui on dit, attendez, on vous a formé, on a utilisé l'argent de la République pour vous former. Vous avez un niveau.
et à qui on dit « oui, mais alors attendez, on oublie, mais ce niveau, il ne vous permet de travailler que 3 mois par an ou 4 mois par an ». C'est ça véritablement le problème. Et là, je rejoins notre camarade là, lorsqu'il dit « il ne faut pas que la saisonnalité apparaisse comme une solution ». Non, c'est un véritable problème. Hein. Donc cette saisonnalité va amener les gens à quitter le métier. Un moniteur de plongée, on estime qu'il dure 3 ans. Au bout de 3 ans, il faut autre chose. Le nombre de collègues qui sont devenus plâtriers, pleins, peintres, etc., qui ont eu besoin de se former, mais à d'autres métiers. Oui, ça c'est vrai. Mais pour rester dans son métier, non. Donc là, il y a un véritable problème. Maintenant, effectivement, donc, je vous entends quand vous parlez de crédits européens, etc., sur l'utilisation de ces fonds. Hein, par exemple, pour l'amélioration du logement. C'est très bien. Un moniteur de plongée, en général, on en met 4 par mobil-home. Voilà, c'est ça. Hein. Alors évidemment, on peut toujours parler de l'utilisation, de l'amélioration. Non, les conditions sont des conditions souvent dramatiques. Alors évidemment, la montagne a une avance, mais une énorme avance sur les autres métiers. Mais quand on voit tous les collègues, alors de la plongée, d'autres sports, d'autres activités de loisirs qui interviennent sur le territoire méditerranéen, non, là, il y a un véritable problème. Et l'avenir nous pose effectivement un problème. Je suis d'accord qu'il passera par une discussion avec les organisations patronales. Mais attention, des vraies organisations patronales, pas des fausses, pas des organisations patronales qui sont faites de clubs associatifs déguisés. Hein. C'est un de nos gros problèmes, c'est le travail au noir, c'est le paracommercialisme. Alors évidemment, ça ne rentre pas dans les schémas que l'on manipule ici, mais c'est la réalité du terrain. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre témoignage, monsieur. Monsieur Ginestou, vous répondez sur la fréquentation touristique de la région PACA, et puis ensuite monsieur Fatiga sur la pérennisation des emplois. Oui, je vais en parler en apportant aussi des éléments par rapport à vos propos. Effectivement, pourquoi la montagne a une énorme avance, pourquoi certains territoires se sont extrêmement bien organisés autour de cette question de l'accompagnement des saisonniers et de la pluriactivité en règle générale. Parce que la structuration des territoires et de l'économie est marquée par la saisonnalité des activités en règle générale de manière beaucoup plus importante que sur d'autres territoires. Je pense notamment, ne serait-ce qu'à Paris et sur le littoral, où se retrouvent essentiellement la plupart des saisonniers en France. Ils ne sont pas en montagne, mais la montagne est obligée bien sûr de prendre en considération parce que c'est de sa survie même et c'est tout simplement ce qui fait le développement et l'aménagement de la montagne. Mais pour revenir au débat sur la décentralisation, effectivement, quand on se rend compte que sur le littoral en Provence-Alpes-Côte d'Azur, y compris la région, nous avons, nous, du mal techniquement à travailler sur ces populations saisonnières, à travailler sur ces populations aussi saisonnières agricoles, parce qu'on est dans un tissu de problématiques liées à la précarité beaucoup plus large. Et que dans le cadre de la réforme de la décentralisation, les métropoles peuvent éventuellement être aussi des interlocuteurs beaucoup plus, on va dire, avec plus de moyens pour pouvoir aussi traiter de cette question de l'emploi au sein de ces grandes métropoles où en été la saisonnalité existe. Je pense qu'il faut aussi voir que d'avoir un interlocuteur un peu plus unique sur le littoral peut éventuellement ouvrir un certain nombre de possibilités, sachant le nombre de compétences qui vont être données à ces métropoles. Pour l'instant, des 3 projets de loi liés à l'acte 3 de la décentralisation, le Sénat est à peine à la seconde lecture du premier volet, justement sur les métropoles. Donc il est un peu tôt pour voir quelles seront réellement les possibilités techniques. Mais sur le fond, on sait que ils vont être les interlocuteurs de manière extrêmement forte sur cette thématique. Merci. Monsieur Fatiga. Oui, quelques éléments par rapport au débat qui ont eu lieu. D'abord, je remercie Pierre de son intervention et je suis assez heureux que
cette profession se soit, je dirais, structurée, puisque je me souviens avec Bernard Marchand, qui était de Chambéry, tout le travail que nous avons fait ensemble, hein, pour que on voit bien, y compris que les saisonnalités, comme on le dit, ce n'est pas que la montagne, ce n'est pas le littoral, c'est aussi des tas de professions, et dont une profession dont on ne soupçonnait pas qu'elle pouvait y être, je dirais, confrontée, c'est entre autres la tienne. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Niels l'a dit, hein, par rapport à la formation, il y a toute la partie, bien sûr, de se former dans le métier, mais aussi la partie de se former à une autre activité, pour qu'on puisse, je dirais, avoir un emploi qui soit un peu, enfin, pas un revenu qui soit pérenne, donc sur une durée d'une année, avec plusieurs activités, puisque, je dirais, la particularité de la plongée, mais c'est un peu pareil pour les gens qui travaillent dans les remontées mécaniques ou qui travaillent en montagne, on le voudrait bien, je dirais, quand on est salarié, se dire la neige, elle va pouvoir durer 12 mois. Déjà aujourd'hui, des fois, elle a du mal à tomber, donc il faut bien envisager que l'activité économique, eh bien, elle puisse être, je dirais, tronçonnée. Alors, c'est là qu'il faut qu'on trouve, et c'est l'objet de nos rencontres, de trouver des solutions pour ces salariés-là qui, de toute façon, je dirais, quoi qu'on en veuille, n'auront pas une activité à l'année, puisque l'activité, elle n'est pas à l'année. Donc, c'est un peu ça le travail qui est fait. Et ce travail-là, il passe aussi par le fait que ces salariés-là puissent avoir droit à de la formation, mais à de l'information. Et ça passe par des lieux d'accueil des saisonniers, ce qu'on discute à l'heure actuelle. Et je voudrais, moi, je dirais, pour aller dans le sens de ce que disait un peu Philippe aussi, c'est de dire, en fait, la question des financements est une question qui est quand même primordiale dans nos affaires, puisque, je dirais, en gros, on a beau essayer à des acteurs différents ou à des acteurs, je dirais, qu'on retrouve souvent sur les territoires, essayer de monter des lieux d'accueil des saisonniers ou des maisons des saisonnalités, s'il n'y a pas, je dirais, un bout de financement, on voit bien qu'on ne va pas très loin. Et si ce financement-là, il n'est pas non plus dans la durée, on voit bien, hein, d'ailleurs, tout le débat qui avait eu lieu sur les relais de service public, où au départ, l'engagement de l'État était sur 7 ans, après, il s'est réduit à 3 ans, et dans certains territoires, le préfet, il dit, moi, à la fin de l'année, je ne paye plus. Donc, on voit bien, hein, la question qui est pérenne. Cette question-là, elle n'est pas uniquement européenne ou régionale, elle est aussi locale. Donc, en gros, quand on voit que sur les territoires de Savoie, par exemple, il y a un tiers des saisonniers, voire même plus, qui sont des saisonniers locaux. Est-ce que le rôle de la collectivité locale, c'est pas non plus de se dire, moi, ces tiers de saisonniers locaux, comment est-ce que je les fais pour les garder, pour les vivre, pour qu'ils vivent et travaillent au pays? Donc, comment je fais aussi pour que je puisse les accueillir, les former dans de bonnes situations et payer, entre autres, à l'image de ce que fait entre autres Saint-Martin-de-Belleville, mais ce n'est pas la seule, je dirais, payer ma maison de la saisonnalité ou des saisonnalités et puis les financer à l'année. Je me souviens, pour je dirais quelque chose de très concret, la réunion qu'a fait le préfet de Haute-Savoie. Le préfet de Haute-Savoie, suite à l'accident atroce dont beaucoup ont en mémoire, hein, à la Clusaz, des 2 jeunes qui ont brûlé dans un camping-car, il a fait une réunion, il n'y a pas très longtemps, hein, au mois de juin de mémoire, auquel il a réuni tous les acteurs de la Haute-Savoie, hein, surtout les maires, et il leur a dit, voilà, moi je veux que dans les 3 ans qui viennent, on ait construit en Haute-Savoie 1000 logements pour les saisonniers. Donc ça commençait déjà à grogner en disant, mais comment on va y arriver? Et il a dit, moi, je mets à disposition des collectivités locales un VRP, qui dépendra donc de la direction des politiques territoriales, hein, l'ancienne DDE. Donc ce VRP, il aura en charge 2 choses. La première chose, il fera le tour de toutes les collectivités pour voir les terrains disponibles à construire sur lesquels je peux monter du logement des saisonniers ou on pourrait, y compris, j'irais regarder pour réhabiliter. Donc ça, c'est la première chose que je veux sur la Haute-Savoie, une cartographie très précise de là où je peux construire. Deuxième chose qu'il a dit, ce VRP-là, lui, hein, il aura pour mission aussi de regarder les différents financements. Et les collectivités ont commencé à dire, oui, mais financement, nous, non, mais le préfet a été clair, il a dit, oui, mais quand on accueille des gens sur son territoire, il faut quand même qu'on y mette un bout de financement. Sinon, je dirais, c'est une richesse qui est produite sur le territoire. Donc comment on fait pour que cette richesse, elle soit aussi redonnée à ceux qui y travaillent? Et puis deuxièmement, il l'a dit aussi parce qu'il y avait des employeurs, dont M. Béteille qui était là présent, hein, il a dit aux employeurs, mais il faut aussi que vous mettiez un peu la main à la poche. Hein, c'est pas, je dirais, il y a aussi des choses qui sont dites. Alors, ce n'est pas uniquement que les petits, il y a des grands groupes. Donc, et là, il y a tout un travail qui est fait pas uniquement sur le territoire de Haute-Savoie, mais qui est fait aussi par la DREAL Rhône-Alpes, de regarder très concrètement comment sur les territoires, la richesse qui est produite, elle y reste aussi quand même un peu, quoi. Donc c'est aussi cette affaire-là des choses. Je dirais, le salut ne peut pas venir uniquement de l'Europe et de la région.
mais c'est aussi le salut, comment est-ce qu'il vient des collectivités territoriales, de ceux qui bénéficient justement de ce tourisme, pour faire en sorte qu'on aille bien dans ce qu'on s'est dit tous, hein, on est tous d'accord, pour dire qu'il faut que les gens ils aient à la fois un revenu à l'année, avec plusieurs activités, et puis qu'on puisse aussi, je dirais, vivre et travailler au pays. Merci, Monsieur Fatiga. Monsieur ? Je reprends la parole sur 2 points. De ne pas confondre, c'était pointé, mais je voudrais le redire, la question de la saisonnalité avec la question de la précarisation, c'est-à-dire la saisonnalité à bon dos pour justifier l'utilisation abusive des CDD et le non-engagement des professionnels. C'est-à-dire que quand on a fait l'étude sur les Hautes-Alpes, par exemple, le nombre de CDD n'est pas du tout est fixe toute l'année et pas uniquement d'une manière saisonnière. Donc il y a bien des saisonniers où c'est une justification objective d'une activité, et dans d'autres cas, c'est simplement une frilosité, une politique d'emploi. Donc ça, c'est le premier point pour éviter de tout mélanger CDD et saisonnier. Ce n'est pas forcément la même chose, et la saisonnalité à bon dos. Le deuxième point, c'est quand même que dans les études toujours sur les Alpes du Sud, hein, ce qu'on a étudié, là on parle beaucoup des salariés. Hein, et effectivement, il y a des salariés saisonniers qui sont majoritaires, mais que dans nos territoires alpins, c'est 30% d'activités qui sont indépendantes, et dans les vallées alpines, c'est 70%. Il y a une partie saisonnière salariée, hein, par exemple l'hiver, et le reste, les gens, comme il n'y a pas d'emploi salarié, créent leur propre activité. Donc on a bien une question de la pluriactivité, et que la question du groupement d'employeurs, du coup, n'est pas la réponse, mais c'est bien comment on articule des projets individuels pluriactifs où les gens se mettent à leur compte, et des projets salariés qui sont aussi nécessaires, et comment on articule les deux. C'est pour ça que je parlais de système d'activité qui ne se limite pas au groupement d'employeurs, qui est un élément, mais qui n'est pas la panacée pour répondre à toutes les questions. Merci, monsieur. Monsieur voulait la parole ? Oui, Richard de Tire, je suis co-animateur du Forum social des saisonniers, et ma profession est sociologue. Je pense que la sociologie ne réglera pas le débat sur choisi-subi. Toutefois, l'intérêt de la sociologie, c'est d'essayer d'objectiver des sentiments de représentation qui ne sont pas toujours innocents. Et donc, nous avons procédé à plusieurs enquêtes sur le sujet, nous permettant de constater, bien sûr, l'hétérogénéité de la saisonnalité, mais de nous intéresser aux saisonniers qui sont fidélisés. Et plusieurs enquêtes, d'ailleurs, recoupent les mêmes informations. Et je serais étonné qu'on ne s'y réfère pas, puisqu'il y en a une qui est la synthèse de l'enquête effectuée en novembre 2012 par le FONGECIL de Rhône-Alpes, et qui indique assez très clairement la situation du salariat, que ce soit en montagne ou ailleurs. Et en particulier, il y a seulement 30% des saisonniers interrogés qui disent avoir choisi leur statut, et ils ont moins de 35 ans, et c'est dans le registre des loisirs. Et à l'inverse, beaucoup de ceux qui travaillent dans l'industrie, dit cette enquête, disent n'avoir d'autre choix. 83% des personnes interrogées souhaitent que leur situation sociale et professionnelle change, et 1 sur 2 recherche un travail à l'année. Cela recoupe bien sûr plusieurs enquêtes auxquelles j'ai eu la chance de participer, en particulier les enquêtes de la jeunesse ouvrière chrétienne sur les 2 dernières, et nous avons procédé à l'entretien de 259 saisonniers fidélisés en 2011, et 77% disent ne pas avoir le choix. Et 70% n'ont pas d'autre employeur que l'employeur principal, etc., etc. Donc je pense que ce sujet, il est important que nous soyons assez fermes sur ces éléments d'enquête qui nous indiquent et qui sont un reflet en miroir, comme le disait le précédent intervenant, de l'état de la situation du salariat qui est malheureusement maltraité et soumis à ce chômage de masse et cette précarité. Et les chiffres sont assez affolants, hein, puisque ces 10 dernières années, les contrats de moins d'une semaine ont progressé de 80% et les contrats de moins d'un mois de 120%. Cela nous renvoie bien sûr à la capacité qu'ont les salariés de négocier,
dans des rapports de force. Et quand on fait référence souvent aux remontées mécaniques, eh bien, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont quand même des moyens d'actionner le bras de fer dans le cas de conflits sociaux, et que l'ensemble de ces autres salariés sont d'une fragilité extrême. Et Antoine Fatiga faisait référence à la réunion avec le préfet s'agissant du logement des saisonniers. Nous pensons, et nous l'avons proposé dans le cadre de l'audition que nous avons eue dans le cadre de la mission Noguet, que la loi doit intervenir dans le logement pour permettre aux saisonniers de ne pas être dans cette fragilité extrême. Et la loi, bien sûr, c'est le recours souvent nécessaire pour garantir des droits et faire reculer la fragilité des saisonniers. Merci, monsieur. Merci. Votre intervention, en fait, on va se recentrer sur les questions que posait cette table ronde pour la terminer, si vous le voulez bien, qui était de parler de l'impact de la décentralisation sur l'action en faveur des emplois et des saisonniers et des modalités des futures contractualisations. Donc la question que j'ai envie de poser à chacun des intervenants avec une réponse très rapide pour terminer cette table ronde, est-ce que cette future loi de la décentralisation, d'ailleurs on a parlé du risque des métropoles, ou peut-être que les métropoles vont être un risque, un handicap ou au contraire une chance. Est-ce que, et également les discussions qui sont encore à Bruxelles, est-ce que ça peut être une manière justement de rebondir pour améliorer l'action en faveur de l'emploi des saisonniers et améliorer leur statut? Monsieur Fatiga? C'est une excellente question. Il y a un élément qui manque dans la question, mais qui va être ma réponse, c'est tout dépend avec quel financement cela se fait. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs, pour prendre très concrètement ce que dit Jean-Jacques Kéran au niveau de la région Rhône-Alpes, il l'a dit d'ailleurs à la veille du congrès de l'Association des régions de France. Il a dit « Nous estimons que les régions ne sont pas assez écoutées par ce gouvernement-là, et y compris que, je dirais, il n'y a pas, on ne peut pas toujours étrangler les collectivités locales. Parce que quand on va à l'étranglement des collectivités locales, quelles qu'elles soient la régionale ou je dirais même sur un certain nombre de territoires, je dirais, de montagne, de fait, les élus sont contraints à faire encore plus de choix que ce qu'ils faisaient avant sur les priorités qu'ils mettent, et on voit bien que, je dirais, à l'heure actuelle, on peut le déplorer tout autant qu'on est, mais les problématiques de la saisonnalité ne sont pas toujours celles qui arrivent en priorité sur les territoires. Donc ça veut dire qu'il fallait se battre déjà beaucoup pour que cela soit pris en compte par bon nombre de territoires. Je ne rappellerai pas ici le nombre de batailles que nous avons menées collectivement avec beaucoup d'entre vous pour que des maisons des saisonnalités soient ouvertes par exemple à l'année, par rapport au fait qu'elles étaient ouvertes à 3 mois. Donc, je dirais, et ce qu'on constate sur les territoires, c'est qu'en fait il y a un recul du financement de ces structures qui servent beaucoup à cette population dont on a là. Et c'est un peu ça qui est le côté embêtant de la décentralisation de notre affaire. Je crois que c'est ça le volet qui me paraît le plus préjudiciable pour les politiques que nous menons. D'ailleurs, on l'a vu, y compris pour la trace. Je dirais, du niveau national, nous étions aidés par le ministère. Je dirais, aujourd'hui, le ministère ne nous aide plus sur cette problématique-là pour des questions, je dirais, budgétaires. C'est pas après. Et après, on arrive même à un système qui est même préjudiciable pour un travail collectif tel qu'on le mène nous. C'est qu'après, il faut être dans le bon réseau, dans le bon tuyau pour avoir des financements. Et c'est plus, après, une action collective qui se mène, ce sont des actions individuelles pour essayer de tirer la bonne, ou d'ouvrir la bonne porte. Et ça, c'est très nuisible à tout ce qu'on fait, y compris qui va être, je dirais, cet après-midi, sur le dialogue social territorial. Il faut une collectivité d'acteurs et, je dirais, c'est ensemble qu'on s'en sortira, de mon point de vue. Voilà, remettre ça dans le bon sens. Monsieur Ginestou? Oui, un des enjeux de la réforme de la décentralisation était de savoir si on allait supprimer la clause de compétence générale pour un certain nombre de collectivités. Bon, effectivement, on ne la supprimera pas. Il y aura des chefs de file, les régions sur ce qui est développement économique touristique, à différencier du fait que les communes risquent et les intercommunalités risquent de l'être sur le tourisme. Bon, ça, la loi le précisera. Les départements sur la cohésion sociale et territoriale. Il n'en reste pas moins que le fait qu'on ne supprime pas cette clause de compétence générale, ce sont les collectivités qui l'ont demandé. Donc, s'ils l'ont demandé, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne veulent pas se désengager d'un certain nombre d'actions.
Donc voilà, quand on regarde la manière dont l'organisation territoriale se redessine, finalement, le delta, ça va être la croissance économique, les ressources financières, plus que, mais ça c'est un point de vue personnel, plus que la répartition en tant que telle des compétences. Moi, je vous invite à être extrêmement attentif et à participer au débat dès que vous pouvez, sur la question de la décentralisation, mais surtout l'actualité sur les consultations en vue d'élaborer les programmes européens, en vue d'élaborer les différentes contractualisations dans chacune des régions, parce que de mettre à l'ordre du jour politique la question de la prise en compte des saisonniers, la question des entreprises qui vivent de l'activité saisonnière, comment on arrive à avoir des politiques structurées et coordonnées à différentes échelles, ça va être un des leviers pour que les décisions par la suite et les arbitrages financiers ne puissent pas se faire au détriment donc des emplois et des saisonniers. Mais ça, effectivement, c'est la capacité aussi d'un réseau de différents acteurs à se mobiliser à des instants importants dans le processus décisionnel. D'accord, merci. Mieux se mobiliser collectivement. Madame Bourdette ? Non, moi je suis plus pratico-pratique pour compléter ce que disent mes collègues. C'est vrai que depuis les années où on travaille ensemble et sur nos territoires sur la question de la saisonnalité, on a un peu pu, je vais dire, organiser la saisonnalité différemment. On n'est plus sur du job d'été. Le job d'été existe toujours, évidemment, pour juillet-août, pour le pic d'activité. Il y a des universitaires qui sont bien contents de venir au Cap d'Agde pour faire juillet-août et faire la fête en même temps. Ça restera toujours. Et il y a d'autres territoires littoraux, ça sera pareil. Bon, certes. Mais après, à côté de ça, on organise la saisonnalité différemment. Sur le Cap d'Agde, on est 25 000 habitants. Et en période d'été, on est 300 000 habitants. Donc vous vous rendez compte comment il faut organiser un tout petit territoire d'un seul coup qui devient exponentiel. On a en 15 jours 3000 offres d'emploi qui tombent. Donc, je veux dire, tout ça, ça s'organise. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Les élus sont très sensibles à la question, les branches professionnelles sont sensibles, les employeurs sont sensibles, tout le monde est sensible à la question. De plus en plus, on a des contrats, nous, qui font 6-7 mois. Et je me souviens de M. Xavier Bertrand, qui était ministre de l'Emploi à l'époque, était venu aux assises aussi, avait dit, nous, ce qu'on est en train de prendre conscience au niveau national, c'est que du coup, la saisonnalité n'est plus forcément la saisonnalité job d'été. Ça devient des contrats de travail. Alors après, évidemment, on peut faire un débat vaste, ce que vous disiez tout à l'heure, sur les contrats de 2 mois, 3 mois, etc., etc. Ça, c'est par branche ou par filière. Mais je veux dire, c'est vrai que quand même, on fait une avancée. Alors, je parle tout le monde, littoral ou montagne. On fait quand même une avancée. On a des vrais contrats de travail. On a une vraie législation. On a du juridique qui tient la route. Alors qu'il y a encore 15 ou 20 ans en arrière, on n'en était pas là. Je crois qu'il faut en tenir compte. Merci. Monsieur Chapelain, une conclusion rapide ? Oui, alors avec l'acte 3 de la décentralisation... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, oui. Avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est également une modification de la structure de l'État qui s'opère. Et c'est ainsi que la DATAR, qui est une vieille institution cinquantenaire cette année, au service des territoires, désormais va voir ses missions évoluer pour donner naissance avec le comité interministériel des villes d'une part et puis l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances d'autre part, pour donner naissance donc, à un commissariat général à l'égalité des territoires qui donc va nous amener à avoir des missions qui soient redéployées. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui concerne la vie sur les territoires, en particulier sur les massifs, le partenariat qui maintenant est très très ancien entre l'État et les régions va naturellement se perpétuer. Et au cas du massif des Alpes, en plus, il y a un certain nombre de départements qui nous accompagnent. Je pense à la Savoie, à l'Isère, aux Hautes-Alpes, qui sont présents évidemment sur les programmes territoriaux qui ont été évoqués au cours de la matinée. Donc, moi, je dirais simplement en conclusion qu'il y a un nouveau chef de file. Pour ce qui concerne notre massif alpin,
c'est donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est pilote du programme opérationnel européen interrégional du massif des Alpes. Dans d'autres massifs, c'est également un conseil régional en particulier qui a été choisi pour être le pilote. Et tout cela s'opérera dans la grande tradition qui est celle des montagnards qui savent se retrouver au sein des comités de massif pour gérer ensemble leurs affaires, et parmi lesquelles, bien évidemment, la question de l'emploi qui est au cœur des politiques de massif. Merci. Merci, Monsieur Chapelain. Bien, ces thèmes et la discussion se continuera cet après-midi dans les 3 ateliers à partir de 14h. Merci aux intervenants de cette table ronde. Merci beaucoup. Vous avez dans vos mallettes a été remis une feuille qui est une petite enquête de satisfaction. Donc pour les personnes qui ne venaient que pour la journée d'aujourd'hui, ce serait très gentil de votre part de remplir cette enquête et de la remettre à l'entrée et à l'accueil. Voilà, à l'hôtesse. Merci beaucoup. Voilà. À présent, vous avez un buffet qui vous attend.